Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Pour commencer ce 7e quinconce, je vous emmène à Lyon à la rencontre de maître Doriane Brier-Laverdure. J'ai profité d'un week-end de visite de mon amie Clémentine Chauveau, qui est la talentueuse créatrice du logo de Fleurs d'avocat, pour interviewer Doriane. Avocate au barreau de Lyon depuis 2015. Elle intervient en droit public et exerce en collaboration libérale, une vraie collaboration libérale, au sein du cabinet Droitran et Associés. Elle a également été représentante du jeune barreau de Lyon en 2017-2018 et personnellement je ne connaissais pas l'existence des jeunes barreaux, donc je lui ai demandé de m'en parler un peu plus en détail. J'ai depuis appris que d'autres barreaux en étaient dotés, comme par exemple celui des Hauts-de-Seine. À ce propos, les représentants du jeune barreau des Hauts-de-Seine m'ont invité à participer à une table ronde sur le thème de la conciliation vie pro-vie perso dans le cadre de la journée du jeune barreau des Hauts-de-Seine qui aura lieu le 20 juin prochain. Et j'aurai donc le plaisir d'intervenir aux côtés de maître Marie Duhaut, qui est mon invité de l'épisode 21, maître Camille Aéry, qui est mon invité de l'épisode 18, et de Anne Robinet, ancienne avocate devenue consultante et coach en développement personnel et professionnel. Chers auditeurs, jeunes avocats au barreau des Hauts-de-Seine, j'espère vous y rencontrer. Comme d'habitude, je vous invite à laisser 5 étoiles de préférence et votre avis sur iTunes ou votre application podcast préférée. Cette semaine, ABWLT partage que le podcast est une réelle source d'inspiration et de motivation pour les avocats et remercie la qualité des interviews et la diversité des invités. Merci beaucoup ABWLT pour ton avis. Je n'en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Doriane Brier-Laverdure. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat. Avec plaisir. Alors Doriane, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. Et ben en fait, moi c'était un choix délibéré. Je suis pas tombée là par hasard. Depuis que je suis pas bien haute, parce que je pense depuis au moins le collège. Un jour en cours, je crois que c'était en cours d'histoire géo, on a parlé de la Déclaration des droits de l'homme et de cette époque de l'histoire qui était la Révolution française. Et je me suis sentie portée par des valeurs, en tout cas humanistes, et pour tout ce qui est humain et tout ce que ça représentait qui me plaisait beaucoup. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, moi, je vais être avocate. T'as identifié la défense de ces valeurs avec le métier d'avocat tout de suite ? Ouais, tout de suite. Du coup, voilà, ça a été mon leitmotiv et ça m'a porté en fait depuis le collège jusqu'à, et j'ai quand même eu la chance de réussir mes études, de réussir les examens qui m'ont permis d'y accéder. Et voilà, mais c'était pour le coup un choix de longue date. Donc au lycée, au moment de faire tes choix, il n'y a eu aucun doute sur le fait de partir en fac de droit Alors, si, je me suis un moment posé la question quand même au moment de passer le bac, où j'aimais beaucoup les matières scientifiques aussi. Et où, comme j'avais très envie de faire du droit et j'ai exprimé de toute façon déjà, j'avais quand même envie de faire un bac scientifique et du coup mes profs me disaient que c'était pas du tout le profil scientifique que j'allais peut-être avoir un peu plus de mal à suivre par rapport à mes capacités et mes notes. Et où je leur ai dit non, mais moi j'ai envie de faire des études scientifiques aussi, j'ai envie en tout cas de passer un bac scientifique parce que les matières m'intéressent et que je sais que si je pars dans le droit, après je n'en ferai plus. Donc j'ai un peu insisté, je suis un peu têtue, alors j'ai fait en sorte de pouvoir arriver jusqu'à passer un bac S. Et à la fin de l'année, je me suis dit, mais quand même la médecine ça m'intéresserait aussi. Et en réfléchissant, je dis, mais en fait je peux pas faire et des études de médecine et des études de droit, donc il faut choisir. Et du coup, je suis quand même restée sur le droit et je regrette pas. Tu regrettes pas. Donc tu intègres, donc tu es lyonnaise. Oui, tout à fait. Tu intègres la fac de droit à Lyon. Oui, tout de suite. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui, non, je peux pas dire que ça se passe bien. J'ai réussi à terminer mes études. Après, j'ai découvert la vie étudiante, la vie de l'université. C'est des choses auxquelles on n'est pas préparé. J'en ai aussi un petit peu profité. J'en ai payé le prix, donc du coup après je me suis mise à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire si on a payé le prix ? Non, j'ai redoublé une année, mais comme beaucoup. Ouais. Et puis après j'ai compris qu'en fait, dans ces métiers-là et avec les études de droit, il n'y avait pas vraiment de photos en fait pour y arriver, il fallait quand même travailler. Donc je m'y suis remise et hop là,
C'était reparti. Et comment t'as évolué du coup après? Est-ce que t'as fait des stages? Oui, alors moi j'ai eu de la chance finalement parce que comme je te disais tout à l'heure, très tôt j'avais envie d'être avocate et mes parents connaissaient une consoeur de Lyon d'ailleurs qui a accepté de me prendre en stage de troisième, le stage de découverte d'insertion professionnelle. Et c'est une consoeur qui aime beaucoup son métier et qui, la manière qu'elle a de l'exercer m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qui te plaisait justement? Quelle était cette manière de l'exercer? Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'était qu'elle gardait cette liberté dans l'organisation de son travail, de faire comme elle le voulait et de garder la possibilité de refuser un dossier ou pas, enfin d'avoir cette indépendance-là qui lui permettait de prendre des dossiers quand elle le souhaitait, de refuser des dossiers quand elle ne pouvait pas les défendre moralement. Et toutes ces valeurs-là qu'elle portait d'indépendance, je trouvais ça extraordinaire. Et puis elle aimait profondément son métier, elle a pris le temps de m'expliquer, de m'amener de partout et j'ai trouvé ça très bien. Et donc après, une fois à la fac, tu en as fait d'autres? Après, avec elle, j'ai continué à faire des stages à la fac, mais alors pas seulement... alors avec elle, oui, mais j'ai aussi essayé de faire des stages en dehors des cabinets d'avocats, parce que je trouvais que c'était aussi important d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Donc j'ai fait des stages dans des administrations, pour le coup, parce que ça a touché à mon domaine d'exercice. Qui était le droit public. D'accord. Donc je me suis dit, c'est vrai que les grandes... à part avocat, l'alternative, c'est souvent de travailler dans l'administration. Enfin, il n'y a pas que, il y a d'autres alternatives, mais disons que c'était les deux grandes alternatives qui s'offraient à moi. Donc, je suis quand même allée dans l'administration, voir comment ça fonctionnait, tout ça. Et je suis revenue à mes amours premières, je crois. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui me convenait moins, et pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, qui, je pense qu'on n'a pas la même latitude, la même flexibilité quand on est dans l'administration que quand on est en libéral. Ce qui a d'autres inconvénients, c'est évident, mais pour autant, cette flexibilité et cette liberté qu'on peut avoir, si on se la laisse aussi, on ne la retrouve pas forcément dans l'administration où il y a un lien hiérarchique qui est bien plus fort de fait. Donc voilà, ça m'a bien moins plu. Après, j'ai aussi fait d'autres cabinets d'avocats, parce que pour le coup, l'avocate qui m'avait accueillie en stage ne fait pas du tout du droit public. Donc à un moment, j'ai voulu aussi voir ce qui se passait dans mon domaine et puis comment en pratique était le métier d'avocat dans ma matière. Donc d'abord, je suis allée dans un cabinet. Alors j'allais dire un gros cabinet, mais ça risque de faire beaucoup rigoler les Parisiens. Alors ça veut dire quoi un gros cabinet à Lyon? Plutôt gros cabinet, enfin un cabinet de taille un peu importante à Lyon où il y avait de mémoire à l'époque il y avait 3 avocats associés. Où il y avait une vingtaine de collaborateurs. Oui, donc pas une taille... Voilà, bon, ça reste pas un cabinet anglo-saxon ni rien, mais voilà. Et comment ça s'est passé justement dans ce cabinet? Alors ça s'est bien passé, hein, j'ai pas d'expérience catastrophique. Non, mais on est là pour parler de ce qui s'est bien passé. Ça s'est bien passé. En revanche, ça m'a permis de réaliser que en fait c'était pas non plus comme ça que j'entendais le métier d'avocat. Donc ça veut dire qu'est-ce que tu veux dire par comme ça justement? Parce que la structure était grosse, était du coup d'une taille qui moi me paraissait être trop grosse pour que ce qui me paraissait essentiel dans la profession d'avocat soit au centre des préoccupations. C'est-à-dire que moi ce qui m'importait c'était d'avoir vraiment une vraie relation de proximité avec toutes les personnes du cabinet, avec les clients, et de pouvoir avoir une relation de confiance et de proximité vraiment que je sentais pas assez proche dans des structures comme ça où forcément il y a plus de clients, plus de dossiers et de fait j'avais moins l'impression d'être un avocat choisi, que le cabinet était un avocat choisi. Toutes les problématiques de marché public faisaient que voilà, on était l'avocat et que peut-être que la fois d'après, ce serait l'avocat d'un autre, mais il n'y avait pas cette relation de confiance. Le côté appel d'offres, en fait. Ouais. Qui m'a beaucoup moins plu. Et puis même, c'est une petite entreprise, mine de rien, dans les conditions de travail au quotidien, où il y a des personnes avec qui on s'entend très bien, et du coup, ça se passe très bien. Et puis il y a des personnes où ça se passe moins bien. Mais ça reste quand même... Je trouvais que les liens qu'on tissait étaient
pas forcément aussi proches que ceux que j'ai pu tisser dans des cabinets de taille moindre. Et pour le coup, ça m'importait aussi de pouvoir travailler en complète confiance avec n'importe qui du cabinet et de me dire que c'est pas parce que c'est la personne dans le bureau d'à côté qui traite le dossier que j'aurai pas confiance ou que je serai pas tranquille sur la manière dont il sera traité. Et dans ces structures-là, je trouvais que c'était à la fois des grosses machines et à la fois il y avait une distance qui s'instaurait de fait entre les avocats associés, entre les collaborateurs parfois. Au niveau du partage des dossiers, des clients. Ouais. Donc et il ça me un peu plaisait de rivalité ou même au-delà de la rivalité, un peu de possessivité dans le travail. Oui, et puis c'était un investissement dans le travail et dans le fond du travail, évidemment, mais avec un espèce de détachement en fait vis-à-vis du client qui était derrière et qui me plaisait moins. Moi, c'est vraiment ce qui m'importait et ce qui m'importe d'ailleurs toujours, c'est d'avoir la confiance du client et de me dire qu'il peut aussi avoir confiance en me confiant des choses qu'il n'aurait pas confié forcément à n'importe qui. Tu cherches vraiment un fort intuitu personnel et une relation très, très proche avec ton client. Voilà, et ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, ça peut être le cas avec les marchés publics, mais de fait, ça l'est pas forcément toujours. Et du coup, j'ai eu le sentiment, en fait, à la fin de me dire, mais c'était une grosse machine, et moi, j'étais là au milieu à ne pas avoir l'impression d'avoir ma place, ou en tout cas de ne pas retrouver ce qui me paraissait être l'essentiel de notre métier et ce qui m'importe le plus dans notre métier. Tu te sentais plus un rouage de la machine. Oui, c'est ça, un rouage et un parmi d'autres en fait. Alors que du coup, ce que je trouve aussi intéressant dans notre métier, c'est qu'on a tous des personnalités en général très marquées et très différentes, et que c'est ça aussi qui fait notre force, c'est que on est différents mais complémentaires aussi, et du coup de pouvoir se faire confiance et se compléter sur certains dossiers, je trouve ça très intéressant et très enrichissant, que ce soit pour le client ou même pour nous sur le traitement des dossiers. Il me manquait un peu une structure avec des relations plus proches. Donc ça s'est pas mal terminé du tout. Mais pour le coup, après, j'ai voulu changer de cabinet. Et pour le coup, pour essayer une structure en droit public plus petite. D'accord. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée dans le cabinet où je travaille actuellement. Donc, dans le cadre de l'école des avocats, où j'ai fait mon premier stage dans ce cabinet-là. Et après, ça s'est très bien passé aussi. Donc, un stage en alternance ? Non, alors c'était un stage d'immersion. Ouais. Parce que je travaillais... en plus de l'école des avocats, je travaillais les week-ends dans une société dans l'industrie. Du coup, j'ai préféré privilégier ça pour des raisons du coup complètement personnelles, en me disant que au final, j'avais des expériences en cabinet d'avocat et que finalement, je voulais aussi prendre un peu le temps de réfléchir à comment j'envisageais mon métier. Ne pas mettre non plus la charrue avant les bœufs et réfléchir à ce qui était important dans ce métier-là. Bon, voilà. Donc c'est là que tu as tiré les conclusions de ce stage. Que manifestement, je préférais des plus petites structures, puisque le premier cabinet où j'avais été, c'était une petite structure, que la plus grosse, ça s'était pas très bien passé. Enfin, pas très bien passé. Je peux pas dire ça, mais ça correspondait moins à ce que je recherchais. Et ensuite, la structure actuelle où ça se passait très bien. Et mon stage des 6 mois, j'ai quand même voulu aller voir ailleurs, dans une structure qui était encore différente, là pour le coup intermédiaire, où il y avait 4-5 associés et 6-7 collaborateurs. Et où du coup ça s'est très bien passé aussi, là pour le coup. Et j'ai eu plutôt de la chance, puisque quand j'envisageais de chercher une collaboration, le cabinet là où je suis actuellement recrutait, donc ils sont venus me voir, me demander si ça m'intéressait, et du coup je suis pas allée chercher plus loin parce que évidemment ça correspondait en tout cas à ce à quoi j'aspirais, donc voilà, j'y suis retournée et avec grand plaisir. Et voilà, depuis j'y suis restée. Donc depuis, ça veut dire 3 ans et demi, c'est ça? Oui. Ouais. Et comment s'est passé ce début de collaboration? Déjà, comment s'est passé ce début de collaboration? Ensuite on verra son évolution. Ça s'est bien passé. Après le début de la collaboration, c'est toujours un peu
on est un peu lâché dans la nature. On arrive, si je dois l'imager, pour moi, on est une petite tortue sur la plage et on arrive, on se prend une vague et on arrive dans l'océan et on se dit ah, et maintenant qu'est-ce que je fais? C'est un peu le sentiment que du coup j'ai eu, mais qu'on est nombreux à avoir en fait en arrivant dans le métier d'avocat où on a notre technique juridique et c'est notre base, et évidemment qu'il faut de la technique juridique, mais on arrive, on est entrepreneur, on est indépendant, il faut qu'on paye nos charges, qu'on tienne une comptabilité, qu'on tienne des dossiers, tout un tas de questions organisationnelles et de gestion qu'on n'apprend pas en fait à l'école et auxquelles on est confronté en arrivant comme ça dans la vie professionnelle. Et c'est des choix qu'on fait, en fait, qui nous appartiennent à tous. Il n'y a pas de formule miracle pour réussir à savoir quelle est la meilleure solution. Mais pour autant, on arrive au milieu de tout ça, où il faut apprendre à gérer tout ça, voir comment ça fonctionne. Et du coup, c'est un tsunami, c'est une vague. Ouais. En tout cas, il faut prendre le temps de s'intéresser pour savoir comment ça fonctionne et déterminer ce qu'on veut en faire et là où on veut aller. Et alors, toi ? Eh ben, écoute, moi, ça m'intéresse beaucoup. Tout cet aspect un peu gestion de cabinet, qu'est-ce que je fais, comment je vais, quelle image je veux renvoyer, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui, je pense, à l'avenir est très, très important dans notre profession. On est très en retard sur toutes ces questions. Après, je ne suis pas non plus hyper novatrice en manière de communication et autres, mais du coup, de ce que je vois, ça me paraît être indispensable d'avoir un papier en tête, une charte graphique, enfin des choses assez classiques dans d'autres domaines et qui pour le coup sont pas forcément acquises dans le milieu des avocats. Et tout ça me paraît être vraiment indispensable pour l'avenir. Donc petit à petit, je me suis mise, je vais faire un site internet et j'ai mesuré à quel point c'était aussi compliqué d'aller essayer de se vendre sans non plus se vendre pour ce qu'on n'est pas. Ni être arrogant, faire quelque chose qui nous ressemble. Et alors, je trouve ça très, très chouette ce que tu es en train de dire. Donc, tu étais collaboratrice dans cette structure. Je suis toujours, ouais. Tu es collaboratrice dans cette structure. Je remarque quand même que tu es collaboratrice, mais tu es sur la plaque du cabinet. J'ai remarqué ça en rentrant. Oui. J'allais dire, encore heureux, mais... non, je sais, oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas... Je pense que ça fait aussi partie de ces différences culturelles qu'on a évoquées avant de commencer l'entretien. À Paris, c'est pas du tout évident que les collaborateurs soient sur les plaques, même sûrement des petites structures. Donc toi, dès le début, collaboratrice dans cette structure, tu as quand même développé ton image en tant que libérale et pour ton activité personnelle en fait. Ouais. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle ce cabinet me plaisait. C'est que, pour le coup, les avocates associées de ce cabinet ont toujours une conception très libérale de la collaboration, pour le coup. Et si je puis dire, je déteste dire ça, parce que je dis toujours c'est une collaboration libérale à l'ancienne. Sauf qu'en fait... c'est une collaboration libérale, point, en fait. Et c'est ça qui me plaisait, parce qu'à l'école des avocats, j'en étais arrivée justement à la conclusion que je préférais avoir un mi-temps dans un cabinet, mais pouvoir avoir la possibilité de développer mon activité, mais aussi mon image et tout ce qui fait que à la sortie, je pourrais développer mon activité. Oui, ça rentre dans le développement de ton activité, oui, bien sûr. Plutôt que d'avoir une collaboration à temps plein, mais qui ne me permette absolument pas de faire ça. Donc, du coup, c'était un peu mon objectif, de ne pas accepter une collaboration qui ne soit pas une vraie collaboration libérale, ou alors sinon de prendre une collaboration à mi-temps, quitte à ce que ce soit précaire dans un premier temps, mais qui me laisse cette latitude de pouvoir développer mon activité comme je le voulais, parce que du coup mon point d'orgue c'était, pour moi on est un métier libéral, alors avec... Évidemment, tant que je suis collaboratrice, par définition, c'est que mon plus gros client est le cabinet pour lequel je travaille. Et sans eux, c'est évident que je n'aurais pas de revenus. Et ça, je ne peux pas leur enlever. Mais pour autant, elles ont toujours, pour le coup, été très claires avec ça. Et moi aussi. Donc, c'est une collaboration libérale. C'est un bon match. Vous étiez d'accord sur les termes de votre collaboration. C'est ça. Et pour le coup, après, moi aussi, c'est une question de compromis réciproque. Il y a parfois certains de mes dossiers personnels qui me demandent du temps en semaine
qui me demandent des déplacements en semaine, eh bien, j'y vais en les prévenant évidemment, mais il n'y a pas de difficulté. Et à l'inverse, il arrive parfois que l'activité du cabinet fasse que du coup il faut revenir le samedi, tout ça. Et pour le cabinet, je suis là le samedi aussi, parfois. Donc voilà, on est dans un échange parce que moi je considère que je suis libérale. Alors sans elle, je ne vis pas. Et puis du coup, elle joue le jeu de la collaboration libérale. Donc je joue le jeu de mon côté. Et ça marche bien. En tout cas, ça nous convient réciproquement et c'est plutôt chouette. Super. Et pour en revenir à justement ce temps que tu as pris pour te forger cette image de ton activité, donc ton site internet, ta charte graphique, comment est-ce que tu t'y es prise ? J'ai fait appel à des personnes qui étaient compétentes. Parce que franchement, moi je suis pas du tout... c'est pas mon domaine du tout. Donc il y a une créatrice qui m'a fait du coup mon logo, mon papier en tête, mes cartes de visite. Elle t'a aidé aussi à penser à ton positionnement, où elle était plus vraiment sur... Non, elle était vraiment juste sur la mise en forme, sachant que moi à la base j'avais une idée plutôt sur un logo avec mes initiales, des choses comme ça, et où elle m'a dit... elle m'a quand même aidée en me disant non, mais avec un nom comme le tien, il faut jouer sur le nom, il faut pas faire un logo. Bon, et du coup, pour le coup, je l'ai laissé complètement faire. On a discuté de ce que moi je voulais, parce que je voulais pas non plus. Enfin voilà, je suis collaboratrice, ça fait 3 ans que j'exerce. Je voulais pas vendre ou en tout cas redonner une image de ce que je n'étais pas en fait. Il fallait que ça corresponde à ce que je suis et que ce soit raccord avec ce que je voulais faire transparaître, c'est-à-dire que quelque chose de sérieux et de sérieux et qui tienne la route, mais pas non plus, voilà, je suis pas une multinationale, je suis pas l'experte, je commence, je fais les choses sérieusement et je me donne à fond, mais pour autant, voilà, j'ai 3 ans de barre. Donc, et comment t'as fait justement pour ce délicat équilibre entre se présenter comme quelqu'un de compétent et à qui on peut confier des dossiers, mais sans se présenter comme la super experte Alors, dans un premier temps, en fait, du coup, je leur ai demandé, je leur ai dit quels étaient moi, mais voilà, ce sur quoi je voulais insister. Et c'était quoi justement ? Quelque chose d'assez sobre en fait finalement. Je voulais pas, je voulais que ce soit sobre mais professionnel. D'accord. Et moderne, puisque je voulais pas non plus que renvoyer une image d'une profession un peu poussiéreuse. Donc je voulais que ce soit à la fois moderne, à la fois sobre et professionnel. Et en fait très franchement, ils m'ont présenté plusieurs versions. Et moi, je leur ai dit quelle était la version que je préférais. Et ensuite, je me suis renseignée, j'ai demandé à des confrères avec lesquels je m'entends bien ce qu'ils en pensaient. J'ai demandé à des personnes qui ne sont pas des confrères et qui sont dans d'autres domaines, qui n'ont rien à voir avec le droit, ce qu'ils en pensaient. J'ai pris un peu les avis de tout le monde parce qu'en fait, moi j'ai ma conception en tant qu'avocate, mais du point de vue d'un potentiel client, je ne sais pas quelle image ça peut renvoyer aussi. Donc je trouvais important de pouvoir avoir un avis un peu plus éclairé de tous les points de vue. Et puis voilà. Après j'ai décidé. Il fallait bien que quelqu'un décide. Donc à la fin, voilà, j'ai décidé. Donc ça c'est pour tout ce qui est charte graphique, site internet. Ouais, site internet. Et comment justement ton site internet, est-ce que tu l'as conçu ? Parce que je comprends que tu as voulu travailler sur une image, une vitrine, utiliser des moyens modernes. Quelque chose me dit, mon flair me dit que t'as aussi pensé au type d'avocat que tu voulais dans ta relation avec ton client et dans ta manière de vendre tes services. Donc, comment est-ce que tu l'as conçu ça sur ton site internet ? Alors, du coup, moi, ce que je voulais avant tout, c'était que mon site soit... Comment dire ? Je voulais qu'il soit percutant. Je voulais pas des grands textes. Parce que de ma pratique aussi, quand je vais voir un site internet, quand les textes sont longs, je ne les lis pas. Donc, je me suis dit qu'il fallait qu'en très peu de mots et dans le visuel du site, les informations essentielles ressortent tout de suite sans forcément aller lire ou prendre le temps. Il fallait que tout de suite, quand on arrive, on ait les informations essentielles et quels étaient les points sur lesquels moi je voulais insister. Donc du coup, j'ai monté mon site comme ça et mon site finalement, il est assez épuré parce que du coup, je voulais pas des grands textes, mais insister vraiment sur
quelques points particuliers qui me paraissaient être le cœur de ce que je voulais remettre en avant, et sous forme de un petit logo, quelques mots, et quand on clique dessus, ensuite, je détaille un peu plus, mais en restant assez bref finalement. Voilà. Et ces quelques mots, tu peux nous les dire? Alors, tu les connaissais depuis je me souviens même plus. Je sais que c'était une... alors, je voulais que l'idée de transparence figure, parce que je me suis aussi rendu compte, et ça très vite, que notamment sur toutes les questions d'honoraires, c'était un point qui était très anxiogène pour les clients particuliers en tout cas, que parfois certains sont très stressés à l'idée d'aller voir un avocat et de ne pas savoir combien ça va leur coûter au final. Moi je suis pas non plus... Ce que je voulais en tout cas, c'était que le sujet soit posé et pas que ce soit un point de tabou, un point de tabou entre nous, et que voilà, la question de un client vient faire appel à moi parce qu'il a besoin d'un avocat, très bien, c'est mon métier, j'ai besoin d'en vivre aussi, et sans être payée par mes clients, moi je peux pas vivre de mon métier non plus. Mais que pour autant, moi je m'engage en retour à de la transparence, c'est-à-dire que je peux difficilement anticiper tous mes honoraires sur tout un dossier qui dure pendant 4 ans, mais que avant de faire quelque diligence qui soit facturable, je m'engage à dire au client, si vous voulez que je vous fasse ça, ça vous coûtera tant. Est-ce que oui ou non? Si j'y passe moins de temps, c'est tant mieux pour vous. Si j'y passe plus de temps, c'est tant pis pour moi. Mais je m'engage auprès de vous à ce que ça ne dépasse pas telle somme. Et pour qu'il y ait aussi une relation de confiance entre nous qui s'instaure, qui est que je vous annonce, ça vous coûtera tant. Si vous êtes d'accord, je commence à travailler. Si vous n'êtes pas d'accord, donc je ne vous retiens pas non plus. Tu ne fais pas des honoraires que tu renégocies à l'émission de la facture. Voilà, ça, c'est pas du tout ta manière de faire. Non. Et je voulais vraiment donner cette idée de transparence sur les honoraires. Ça, c'était la première chose. L'idée de prestations adaptées aussi. Parce que du coup, je pense que c'est indispensable, mais après, c'est la vision que j'ai de notre métier, qu'il faut absolument... Enfin, chaque cas est différent. Il y a parfois des problématiques qui peuvent être communes entre différents dossiers, des recherches qu'on a fait dans un dossier qui peuvent nous servir dans l'autre, mais ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que j'exerce, je n'ai pas vu 2 dossiers identiques. C'est impossible. Et du coup, je voulais insister sur l'aspect personnalisé, parce que ça arrive qu'il y ait des clients qui viennent nous voir en disant « Non mais maître, c'est bon, vous avez juste votre nom à mettre » ou alors « Non mais vous faites comme vous êtes habitué à faire. » Je dis « Non, moi c'est pas comme ça que je veux travailler. » Et du coup, c'est aussi quelque chose que je voulais mettre en avant dans mon site internet, qui était que la prestation que je vous fais, elle sera personnalisée de toute façon. Donc vous ne serez pas un numéro dans un rang ou autre, c'est votre dossier. Et ça, c'était les 2 points les plus importants, je crois. Après, il y en a 2 autres. Il y en avait 4. C'est pas grave. Vous en sortez de la tête. Pour en revenir sur cette notion de personnalisation, il y a toute une tendance aujourd'hui qui vise à dire la personnalisation, c'est aussi se rendre compte que justement, certains clients ont besoin de prestations de services qui sont moins sur mesure, qui sont moins dans la dentelle. Et donc, c'est ce qui mène... tu sais bien, c'est ce qui mène à l'émergence des legal tech, et que ce soit des legal tech faites ou non par des avocats, mais en tout cas de dire il y a plein de choses qu'on peut faire de manière un peu plus formatée. Est-ce que toi, c'est quelque chose que dès le début, tu t'es dit non, ça, ce sera pas mon positionnement, ou est-ce que c'est aussi quelque chose que tu travailles en te disant j'ai aussi des clients qui ont ces besoins-là et donc je leur fais ça aussi? Alors, très franchement, alors peut-être que c'est aussi mon domaine d'activité qui fait que, pour l'instant, on me l'a rarement demandé. En fait, j'ai des prestations vraiment automatiques. En fait, ce qui se passe en pratique, de ce que je vois de mon exercice, c'est que j'ai un dossier et puis en fait, il y a toujours des petits à côté, des petits courriers à faire, des choses comme ça. Et moi, en fait, je considère que je fais une prestation globale, en fait. Donc, je facture pas forcément à la minute, mais quand, du coup, un client vient me voir pour me confier son dossier, il y a le cœur du dossier. Et je préfère infiniment qu'il vienne me voir, moi, pour me demander de relire son courrier, de le rectifier, de faire des choses qui sont moins
moins de la technique juridique pure, mais qui font partie de la sécurisation de l'opération, plutôt que d'aller prendre un truc tout fait sur Internet et qu'ensuite ce soit la catastrophe dans le contentieux à venir. Donc j'essaye de le présenter comme ça, encore une fois, pour pas qu'il y ait de malentendus et pour pas qu'il y ait de tabou, quitte à ce que parfois, franchement, ce genre de choses, je les fais pas payer, quoi, quand je relis des mails, des choses comme ça. Je considère aussi que c'est inclus dans la prestation et que ça fait partie des choses, mais après, de faire ça toute la journée, je m'ennuierais, je changerais de métier en fait. Tu vois. C'est pas ce qui me plaît dans ce métier. Et du coup, si je devais faire ça toute la journée, oui, après, je pense que ces boîtes, du coup, elles le font pas toute la journée, elles ont automatisé. Oui, elles ont automatisé, mais ce genre de. Mais même, enfin, du coup, c'est pas quelque chose que toi, c'est pas quelque nous, chose ça nous permettra peut-être, hein, ce genre de choses. Très franchement, moi, ça me dépasse un petit peu. Je regarde ça de l'extérieur et je me dis, mais même moi, quand je refais un acte, enfin. Même qu'on a déjà fait, que je reprends un courrier ou des statuts, des choses comme ça, je le fais jamais de manière automatique. Je refais toujours des recherches pour vérifier que voilà, la particularité de cette société, la règle que je vais énoncer, elle s'applique bien à elle et que je n'écris pas une énormité qui s'applique pas du tout à ce type de structure. Du coup, alors je suis un peu perplexe sur ce genre de choses. Alors certainement qu'il y a des domaines où ça se fait et sans difficulté. Et certainement que ça va être des outils qui vont évoluer et qui vont nous permettre, nous, de gagner évidemment aussi énormément de temps dans notre quotidien, mais pour autant, je pense qu'à un moment, pour que les choses soient vraiment sécurisées juridiquement, il faut qu'il y ait une relecture derrière, quelque chose qui techniquement, enfin voilà, que les règles n'aient pas changé, des choses comme ça, quoi. En tout cas, voilà, tu t'es pas mis sur ce positionnement-là. Pas du tout. Donc toi, tu fais plutôt du droit public. Oui. Du coup, qui sont tes clients ? Eh ben, c'est... Sans donner de nom, hein. Oui, bien sûr, un assortiment de mélange, comme on dit. Non. Alors, du coup, on a quelques collectivités territoriales. Donc là, tu parles du cabinet ou de toi Alors, si on parle de mon activité personnelle, ouais. J'ai quelques sociétés et principalement des particuliers. Donc, qui viennent pour ton expertise en droit public ou pour lesquels tu fais d'autres choses ? Non, qui viennent pour ton expertise en droit public ? En fait, j'essaye, parce que c'est une matière qui est complexe, d'avoir une activité principalement en droit public. Donc, que ce soit des particuliers ou... Voilà, les dossiers qui ne sont pas du droit public, je les renvoie vers des confrères qui font ces matières-là toute la journée et qui, du coup, ont une expertise qui est bien meilleure que la mienne dans ces domaines-là. Donc, je reste vraiment sur le droit public, mais avec des particuliers et quelques sociétés. Mais pour le coup, j'ai une grosse clientèle à l'aide juridictionnelle en droit public, pour le coup. Donc, je peux le faire, je vais continuer à le faire parce que je trouve que c'est très bien de aussi donner la possibilité de pouvoir avoir accès à des prestations techniques aux personnes qui n'auraient pas forcément le moyen de le faire. Et après, pour le cabinet, on a pareil, particuliers, sociétés et quelques collectivités territoriales aussi. C'est le classique de l'activité en droit public, oui. À la fois des institutionnels, mais aussi des particuliers. Bon, ouais. Et pour en revenir à ton activité à toi, est-ce que tu as vu, ou est-ce que tu commences à voir, ou est-ce que d'ailleurs il se confirme, des résultats de ton investissement dans la définition de ta marque La meilleure, enfin en tout cas, ce dont je suis le plus satisfaite en tout cas, c'est que mes clients restent, surtout les clientèles à l'aide juridictionnelle qui sont assez volatiles, que du coup ils transmettent mes coordonnées, qui me font confiance. Et ça c'est important pour moi. Et quand du coup mes clients me le disent, j'estime que je suis satisfaite. En tout cas, ce que j'ai voulu mettre en avant et ce qui pour moi est l'essence de notre métier et que ça a réussi. Après, voilà, sur l'aide juridictionnelle, on est désigné par le bâtonnier, donc il y a des situations où en fait les personnes ne nous choisissent pas. Donc là, je vous avoue que la relation de confiance est un peu plus compliquée à établir dans ces cas-là. Mais comme les autres, en fait, exactement pareil. J'essaye d'être le plus transparente possible. Enfin voilà, d'expliquer comment moi je traite les choses et comment les choses vont se passer si c'est moi qui traite le dossier. Mais bon, ça arrive qu'il y ait des clients qui n'aient pas confiance. Mais bon, je peux pas non plus à moi toute seule changer le cours des choses. Mais je fais exactement comme les autres. Et je me dis que peut-être un jour leur
position changera, ce sera bien. Mais voilà. Je crois que tu es assez investie au niveau de la profession, Alors oui. au-delà de ton exercice en tant que particulier. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors avec plaisir. Alors je suis assez investie. Enfin c'est un peu tard en fait. J'ai été représentante du jeune barreau de Lyon. Donc j'ai été élue en 2015, donc l'année où j'ai commencé à exercer. C'est une association? Non, alors c'est une instance ordinale à Lyon. En fait, lors de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre, en même temps, les représentants du jeune barreau sont élus. On est 8 à Lyon. On représente les confrères qui ont moins de 50 bars auprès de l'ordre et même des ordres extérieurs d'ailleurs, pour les rentrées, des choses comme ça. Donc on siège au Conseil de l'Ordre avec les membres du Conseil de l'Ordre. Et on est très investi dans l'ordre, dans toutes les commissions de l'ordre, qu'elles soient ouvertes ou fermées, d'ailleurs celles qui sont sur des désignations express du bâtonnier et où, tout le monde ne peut pas y accéder. Donc les représentants du jeune barreau sont vraiment présents au sein du fonctionnement de l'ordre en tant que tel et organisent plein de choses pour la vie du barreau, même de manière plus générale. Et toi, c'était quelque chose parce que tu dis que tu as été élue dès ta première année de collaboration. Ah oui, en fait, ce qui s'est passé, alors c'était assez cocasse parce que du coup, les élections arrivaient et j'ai une des avocates associées de mon cabinet. Ça m'a toujours intéressée. Depuis que j'ai prêté serment, je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait. Je voulais comprendre, en fait. J'arrivais dans une profession et j'avais envie de comprendre comment elle fonctionnait, comment elle était organisée. Et du coup, il y a une des avocates associées du cabinet qui m'a dit, mais il y a les élections des représentants du jeune barreau, tu ne veux pas te présenter? C'était le vendredi à 14h et les candidatures étaient closes à 16h ou 17h. Je disais, mais est-ce que j'ai le temps? Enfin, je commence, je sais pas, je connais personne moi, dans cette profession. T'avais pas mené campagne. Non, j'arrivais, j'étais un peu... Et puis ça me faisait peur. Je me disais, mais je connais personne. Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais pouvoir faire les choses bien? Est-ce que je vais pouvoir servir à quelque chose aussi? Parce que d'être là pour faire potiche, je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt. Et puis du coup, elle me dit, mais il faut réfléchir vite là. Je dis, oui, de toute façon, donc j'ai postulé en me disant, de toute façon, je serai jamais élue, je connais personne. Et puis finalement, me voilà élue. Et c'était génial, c'était une super expérience. Donc j'ai été élue en 2016, donc c'était 2017-2018. Ça a fini là au 31 décembre. Et comment ça s'est passé cette expérience? C'était très bien. Ça m'a permis déjà de mieux comprendre le fonctionnement de l'ordre des avocats à Lyon, de rencontrer des confrères aussi, parce que mine de rien, en droit public, il n'y a pas vraiment de vie de palais comme il peut y avoir au TGI à Lyon ou en audience. Il y a beaucoup de confrères qui se voient et qui se rencontrent. Nous, finalement, on est dans un bâtiment un peu à côté. Les audiences durent jamais vraiment bien longtemps. On n'est pas très très nombreux non plus. Du coup, il n'y avait pas vraiment de vie de palais au tribunal administratif. Et finalement, de prendre part à ce fonctionnement de l'ordre, ça m'a permis de rencontrer plein de confrères que j'aurais peut-être pas croisés en fait si ça n'avait pas été par le biais de l'ordre. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir échanger sur tout ça, sur nos exercices, puis c'est des chouettes personnalités, très franchement. Ça a été même des amitiés qui sont nées grâce à l'expérience des RJB. Et au-delà de la connaissance de la profession qui était, ça m'a permis d'avoir beaucoup de recul, de m'intéresser au sujet de la profession hors de l'exercice professionnel en tant que tel, sur l'avenir, l'impact des réformes, les choses comme ça. C'était très intéressant de voir ça de l'intérieur. Ouais. Et tu t'es sentie utile? C'était ta préoccupation au moment de... Oui, alors je me suis sentie utile, toute la mesure, avec le rôle que je pouvais avoir. Non, mais à ton niveau, j'ai trouvé que c'était génial de pouvoir avoir des représentants du jeune barreau comme ça au sein qui portent la voix du jeune barreau auprès des membres du Conseil de l'ordre et du bâtonnier, d'être écoutés, parce qu'en fait, à Lyon, on est très institutionnalisé quand on voit comment ça se passe à Lyon par rapport à d'autres villes où en fait il y a moins de structure, en fait c'est moins organisé. Nous à Lyon, on est dans le règlement intérieur du barreau et c'est absolument acquis par tous que le jeune barreau est là, et quand il y a des groupes de travail qui se montent, des choses comme ça, on a le réflexe d'aller chercher le jeune barreau pour savoir ce qu'il en pense. Et ça, est-ce que tu observes, alors tu peux pas comparer parce que tu n'as jamais exercé dans un autre barreau, mais est-ce que tu vois les effets
en termes de... Après, en fait, de cette présence du jeune barreau, est-ce que tu vois que, je sais pas, certaines décisions sont prises d'une manière ou d'une autre parce que le jeune barreau a émis une voix, une opinion? L'impact qu'on a sur les décisions qui se prennent au niveau du barreau, je pense que c'est au-delà des questions du jeune barreau ou pas. Si on veut faire quelque chose, et notamment cette année, là, il y a 2 groupes de travail qui ont été mis en place par l'ordre à l'initiative du jeune barreau sur le bien-être des avocats et le passage du barreau au vert pour essayer de faire en sorte que le barreau soit plus écolo. Donc évidemment qu'on a un pouvoir d'initiative sur ce genre de choses. En revanche, on n'a pas le droit de vote au Conseil de l'ordre. Notre impact, il est limité de ce point de vue-là. En revanche, on est écouté au sein du Conseil de l'ordre. Ouais. C'est-à-dire que quand on a quelque chose à dire sur n'importe quel sujet qui est soumis à l'ordre du jour du Conseil de l'ordre, on est écouté et on prend la parole au même titre que tous les membres du Conseil de l'ordre et que le bâtonnier, sans difficulté. Et n'importe quand, enfin, on n'est pas obligé de... Je suppose que ça aide en fait à une certaine meilleure compréhension mutuelle des générations d'avocats aussi. C'est bien. Alors après, ce qui est... Donc on fait passer des messages au sein du Conseil de l'ordre, mais après on est finalement les personnes qui transitent autour de l'ordre. C'est une petite part au final du barreau, et nous on fait remonter des choses, mais on a... Enfin, sur la vie globale du barreau, c'est parfois un peu frustrant parce qu'on voudrait que ce soit... plus suivi, qu'il y ait plus d'implication de plus de monde, et parfois on a l'impression d'être finalement un petit microcosme qui est quand même... Enfin, il y a environ 200 avocats à Lyon qui sont investis dans l'ordre, dans différentes fonctions de l'ordre, donc ce qui est déjà beaucoup et ce qui est bien. Mais bon, pour avoir une force de frappe, il faudrait qu'on puisse aller bien plus. Oui, investir plus de monde dans les... Après, ça marche quand même pas mal, les réseaux. Alors, le jeune barreau organise au-delà de la vie ordinale, de la vie dans les commissions. On essaye d'organiser des moments de rencontre entre les confrères, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des confrères qui sont pas du tout isolés et qui, du coup, n'ont pas de difficulté pour prendre leur téléphone quand il y a une difficulté, tout ça. Or, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des jeunes confrères qui étaient très isolés dans leur collaboration, même parfois dans les gros cabinets, et que... Du coup, c'était compliqué aussi pour eux d'aller parler de choses qui les préoccupent ou qui les stressent. Donc, on attache, enfin, je dis on, mais le jeune barreau attache de l'importance à créer ces moments aussi de rencontre pour pouvoir discuter et de temps en temps vider son sac quand il y a besoin, et essayer de créer ces moments de rencontre en fait pour désisoler les personnes qui le voudraient. Et maintenant que tu n'y es plus au jeune barreau, comment est-ce que tu continues à t'investir Il y a plusieurs commissions que j'ai connues grâce au jeune barreau, parce que commission fermée, notamment la commission solidarité du barreau, où j'attachais, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir continuer à y assister. Donc ce que le président de la commission et le bâtonnier ont accepté, donc je continue à... Donc tu leur as demandé ? Oui, je leur ai demandé, je leur ai dit que voilà, j'étais dans cette commission en qualité de RJB pendant 2 ans, mais que ça me tenait à cœur de pouvoir continuer à y assister et à faire partie de la commission. Donc je leur ai demandé s'ils acceptaient, parce que pour le coup, la commission solidarité, c'est les confrères qui sont en difficulté, donc c'est bien évident que c'est une commission qui doit rester fermée et qui demande de la confidentialité. Donc tout le monde ne peut pas non plus en faire partie, donc oui. Ils ont accepté. Et mon plus grand plaisir, du coup, parce que je trouve très intéressant que ce genre de commission existe à l'ordre. Et puis, du coup, je vais faire partie... alors, j'ai croisé la RJB qui s'occupe du groupe de travail sur le bien-être des avocats, justement. Et j'ai eu l'aval pour faire partie des groupes de travail aussi. Donc en fait, indépendamment de toute élection, tu as réussi à continuer à travailler avec les représentants du jeune barreau. Oui, et de manière générale, en fait, pour l'ordre, parce que c'est des choses qui m'intéressent. Je trouve que c'est notre profession aussi. Ça permet de réfléchir à des choses qui ne soient pas uniquement la technique de nos dossiers, et de prendre un petit peu de hauteur et de réfléchir à ce qu'on veut aussi pour notre métier et notre profession.
Et je trouve ça très intéressant et ça permet surtout de croiser les points de vue, de rencontrer d'autres confrères qui sont investis et qui ont envie de bien faire les choses et c'est très bien. Et tu disais que du coup tu allais réfléchir avec la commission sur le bien-être au travail pour les avocats. Est-ce qu'il y a des choses, des idées qui te tiennent à cœur que tu voudrais partager avec nous sur ce micro? Alors, je peux pas préjuger des travaux de la commission, du groupe de travail. En fait, moi j'ai l'impression de ce que je vois un petit peu, enfin de mon point de vue en tout cas, que il y a des personnalités qui n'ont pas besoin, qui ont les réflexes pour quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui ont le réflexe d'appeler la bonne personne et de se renseigner, tout ça. Mais quand même, de ce que je me rends compte un peu, c'est que les confrères qui se retrouvent un peu isolés et dans des situations compliquées, ils sont un peu perdus face à tout ce fonctionnement de l'ordre qu'ils connaissent très mal. On leur dit d'appeler des personnes, mais sans trop qu'ils visualisent qui ils sont. Et ils se retrouvent un petit peu démunis face à toute cette situation et comment la gérer, qui appeler, faire appel à quel professionnel et ce qui va connaître le milieu des avocats et les spécificités de notre profession. Et du coup, c'est des confrères qui se retrouvent vraiment dans des situations un peu... ils sont un peu perdus et au final très mal, un peu désorientés vis-à-vis de tout ça. Et je pense que le rôle de l'ordre, c'est certainement pas de prendre les confrères par la main et de faire les choses à leur place, parce qu'on est chacun capable de le faire, mais en tout cas de pouvoir donner des outils, donner les bonnes informations, aiguiller, donner un petit coup de pouce en disant telle personne pourra vous renseigner, telle personne pourra faire quelque chose pour toi, pour que la personne ne se retrouve pas seule en fait. Le vrai problème, je pense, je crois, dans notre profession, c'est l'isolement. Quand on n'est pas isolé, on arrive toujours à trouver quelqu'un pour dire ce qu'on a à dire et essayer de trouver une solution. Mais les personnes qui sont isolées, il faut absolument leur donner des armes, et même au sein de la profession, les confrères, leur donner les armes au moins qu'ils arrivent à trouver la bonne information pour sortir de cet isolement et essayer de voir les choses, d'ouvrir les choses et de trouver une solution à la situation dans laquelle ils se trouvent, s'ils le veulent. Encore une fois, on ne peut pas faire les choses à la place des personnes, mais au moins essayer de donner les moyens pour aller sortir de cette situation, ce serait bien. Mais à n'importe quel niveau, que ce soit les collaborateurs ou même plus tard, je veux dire, les confrères en difficulté, c'est pas uniquement le jeune barreau, donc voilà. Ce que je trouve chouette, c'est que ce qui t'a amené vers la profession d'avocat, c'est la déclaration des droits de l'homme et ses préoccupations pour une certaine conception de l'humanisme et une volonté de t'engager à travers le droit pour ses valeurs. Et je trouve que ça se ressent bien dans ce que tu as mis en place au-delà de ton indépendance à toi, en fait, dans ton engagement. Et après, je ne suis pas non plus, il y a des confrères qui sont très engagés. J'ai pas non plus un engagement. On n'est pas dans de la comparaison. Oui, mais il y en a certains, je trouve, qui ont un engagement, qui sont bien plus engagés que moi. Moi, je reste finalement sur des choses qui sont assez, participer aux commissions de l'ordre, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et j'ai pas non plus, j'ai pas le recul sur beaucoup de sujets. Et ça a été aussi quelque chose qui a été assez flagrant de mon expérience des RJB. C'est que sur beaucoup de sujets, j'ai pas d'avis. C'est pas que sur des sujets, j'ai des avis évidemment, mais sur plein de sujets, sur la profession, j'ai pas d'avis, peut-être parce que j'ai pas le recul qui me permette d'avoir un avis et l'expérience non plus. Mais du coup, j'essaye de faire au moins les choses qui me tiennent à cœur, en tout cas qui correspondent aux valeurs qui sont importantes pour moi. Voilà. Non, mais du coup, moi, ce que je vois et ce que je comprends de notre échange, c'est que ça colle à ta personne, quoi, en fait, ce que tu fais. C'est grâce à mon cabinet, par exemple, parce que peut-être que j'y serais venue, mais peut-être pas aussi vite, en fait, au final. Donc, elles t'ont bien, vous vous connaissez bien et elles t'ont bien cerné et elles t'ont invité à te développer dans quelque chose qui te ressemblait aussi. Ouais, c'est rigolo, ouais. Non, mais c'est chouette. Pour finir cet entretien, Doriane, j'ai 3 petites questions visuelles.
La première, c'est est-ce que tu peux partager avec nous une source d'inspiration actuelle ou récente? Une source d'inspiration? Oui. Et voilà. En même temps quasiment que j'ai commencé le métier d'avocat, j'ai commencé la plongée sous-marine, que j'essaye petit à petit, je me forme et j'y prends goût. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est plein de valeurs, c'est à la fois de la rigueur, à la fois du partage, à la fois de la sérénité. Ça me permet d'apprendre à me connaître, à connaître mes limites, à pas les dépasser. C'est quelque chose vraiment, une activité que je conseille et qui me guide un peu ces dernières années. C'est vraiment un guide. Donc voilà. Où est-ce que tu vas plonger? Dans la banlieue de Lyon. Alors dans une piscine, non, mais là bientôt je pars plonger dans la mer. C'est bien plus sympa. Ouais. Ta dernière joie, quelle est ta dernière joie? Ma dernière joie, il doit y en avoir une. C'est certain. Mais j'en ai plein en plus. Quand tu m'as offert la rose quand t'es arrivée. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Ah, aujourd'hui je suis en pantalon. Ta robe d'avocat. Qu'est-ce que je porte sous ma robe d'avocat? Moi, c'est déjà pas mal. Merci Doriane. Merci à toi.